film. Et donc, je répète, j'étais interrompu par l'ordinateur. J'ai dit l'interface air-film lacrymal constitue le premier dioptre oculaire et toute irrégularité de ce film est susceptible d'engendrer des aberrations optiques d'ordre élevé. Donc, ça d'une part. D'autre part, l'examen de cette surface oculaire permet d'éviter les complications post-opératoires dues à la sécheresse oculaire qui vont aller de simples signes fonctionnels du syndrome sec préexistant avec son cortège d'inconfort oculaire à un ulcère de cornée qui est lui-même aggravé par l'usage quasi systématique des anti-inflammatoires non stéroïdiens et par la présence dans les collyres de conservateurs tels que le benzaconium. Donc, on va commencer par le premier point qui est le choix de l'astigmatisme. Le choix de l'astigmatisme ne doit pas se faire uniquement sur une mesure objective réalisée par un kératomètre. Il faudrait toujours faire des études comparatives quand c'est possible avec des examens préexistants subjectifs tels que l'examen d'un axe d'astigmatisme d'éventuelles lunettes portées par le patient ou au moins faire deux mesures, au mieux par deux appareils différents et dans de bonnes conditions. Il faut que la tête du patient soit en rectitude et pour qu'il n'y ait pas de cyclotorsion dans ce cas et confronter les résultats. Alors là, il y a deux résultats qu'on va avoir. La première, c'est que les axes qu'on a mesurés sont sensiblement les mêmes et en tous les cas inférieurs à 10 degrés, auquel cas il faut prendre l'axe moyen. Par contre, si la différence des axes est supérieure à 10, à ce moment-là, il est indispensable de compléter par une topographie cornéenne de manière à asseoir le véritable axe d'astigmatisme et surtout pour voir s'il n'y a pas un astigmatisme irrégulier, asymétrique. Le deuxième point, c'est le calcul de la puissance de l'astigmatisme. Et il faut savoir qu'on ne corrige par un plan torique que l'astigmatisme cornéen et non l'astigmatisme total de l'œil. L'astigmatisme cornéen, c'est l'astigmatisme de la face antérieure et l'astigmatisme de la face postérieure. Les moyens de mesure sont les kératomètres usuels qu'on trouve dans nos cabinets qui sont souvent couplés au réfractomètre. Les kératomètres par interféromètre tel l'IOLMaster ou le Varian et les topographes cornéens d'élévation. Alors pour les premiers, il faut savoir qu'ils ne donnent que la mesure de l'astigmatisme de la face antérieure et qu'il faut toujours faire une correction. On verra tout à l'heure comment on va faire. Pour les kératomètres par interféromètre, tels que le l'IOLMaster 700, ces kératomètres donnent l'astigmatisme total de l'œil, mais il faut savoir que l'astigmatisme de la face postérieure n'est que déduit par un calcul. Contrairement au topographe cornéen tel le Pentacam, qui lui mesure l'astigmatisme de la face antérieure, mais il mesure également l'astigmatisme de la face postérieure. Alors, pour ceux qui ne disposent que de kératomètres usuels couplés à leur réfractomètre, je vais faire un petit rappel sur l'astigmatisme de la face postérieure de la cornée. Il faut savoir que cet astigmatisme est toujours inverse et qu'en cas d'astigmatisme inverse de la face antérieure, il est pratiquement constant et il est de l'ordre de 0,2 à 0,3 dioptries. Et ce, quelle que soit la magnitude de l'astigmatisme de la face antérieure. Par contre, quand l'astigmatisme de la face antérieure est un astigmatisme direct, la magnitude de l'astigmatisme de la face postérieure varie selon le cas et va de 0,2 à 1 dioptrie, voire un peu plus. Donc, grossièrement, si on a un astigmatisme inverse de la face antérieure
de X dioptries, il faut rajouter 0,25. Si l'astigmatisme est direct, il faut retrancher entre 0,25 et 1 dioptrie selon la magnitude de la puissance de l'astigmatisme de la face antérieure. Le troisième point, c'est la biométrie. Et cette biométrie doit être la plus précise possible, doit être adaptée à l'implantation torique, car rien ne sert de s'acharner à corriger un astigmatisme si la correction de la sphère n'est pas au rendez-vous. Il faut utiliser les formules de dernière génération qui prennent en compte la position effective de l'implant. Cette position effective ne doit pas être estimée juste par rapport à la kératométrie, mais en fonction de la profondeur de champ, en fonction de l'épaisseur du cristallin et en fonction de la profondeur de chambre antérieure, de l'épaisseur du cristallin et de la longueur axiale. Donc, la mesure se fera soit en ligne de l'implant. Donc, il y a certains qui vont utiliser les calculateurs des différentes sociétés de fabrication d'implants. Un conseil que je leur donne, c'est qu'ils doivent faire attention et voir si ce calculateur est à ratio fixe ou ratio variable. Parce que ceux qui sont à ratio fixe donnent beaucoup d'erreurs en cas de Dieu hors norme, parce qu'ils ne prennent pas en considération la position effective de l'implant. Ce qu'ils font, c'est l'astigmatisme total de la cornée multiplié par 1,46. Et c'est l'astigmatisme qui sera au niveau de l'implant. Ils ne doivent pas non plus omettre d'introduire l'astigmatisme induit par la chirurgie. Cet astigmatisme est individuel à chaque chirurgien selon la taille de l'incision, selon l'emplacement de l'incision. Et par exemple, pour une incision en temporale de 2,2, l'astigmatisme estimé est de 0,1 dioptrie. Pour une incision en supérieur, l'astigmatisme estimé pour la même dimension, c'est-à-dire 2,2, il est de 0,5 dioptrie. Il faut savoir qu'il y a une formule qui est très précise, qui existe en ligne, qui est incorporée dans l'IOLMaster 700 et dans le Variant, et qui donne des résultats très précis. Je encourage tout le monde à l'utiliser. Maintenant, est-ce qu'il faut corriger tous les astigmatismes préopératoires? Et à partir de quelle puissance d'astigmatisme on doit corriger par implant torique? Je réponds d'abord à la deuxième question, parce qu'il n'y a pas de consensus sur cette question. Il y a ce qu'on appelle les ayatollahs de l'implant torique qui corrigent à partir de 0,50 dioptrie, et ils publient des résultats qui frôlent la perfection. Mais dans la communauté des ophtalmologistes, je dirais normaux, il est conseillé de corriger un astigmatisme par un implant torique à partir de 1 dioptrie si l'astigmatisme est inverse et à partir de 1,25 s'il est direct, surtout si on est habitué comme nous au Maroc à faire des incisions en supérieur. Alors, quels sont les astigmatismes à respecter? Ceux qui sont à respecter, c'est les petits astigmatismes d'abord, parce qu'ils sont très difficiles à évaluer et ils peuvent être bénéfiques. Les astigmatismes faibles, inverses, aident à la vision de près, à la profondeur de champ et participent à une pseudo-accommodation. Le deuxième cas, c'est les astigmatismes où on n'arrive pas à reproduire les mesures. Donc, absence de reproductibilité au niveau des différentes mesures, on est un petit peu gêné quel implant mettre. Et puis, en cas de chirurgie unilatérale d'un œil, pour ne pas créer une grande anisométropie, et donc cette correction sera plus gênante que bénéfique. Grossièrement, les astigmatismes réguliers symétriques
ont des résultats très précis et reproductibles. Ils sont corrigés par implant torique à partir de 1,25 à 1,50 dioptries. Donc, quel implant choisir pour cette chirurgie? Je ne vais pas faire de publicité pour les marques, mais je vais parler juste de la composition de ces implants, c'est-à-dire les implants hydrophiles et les implants hydrophobes. Les implants, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Pour les hydrophiles, l'avantage, c'est qu'ils peuvent passer par des micro-incisions et donc entraîner très peu d'astigmatisme induit par la chirurgie, et ce, quel que soit l'emplacement de l'incision. Mais ils ont l'inconvénient d'être instables du fait de leur petit diamètre, surtout les implants navettes qui sont à 11,5 mm, et donc dans un sac qui, pour peu qu'il soit de 12 mm, ils vont tourner tout le temps. Deuxièmement, ces implants résistent très peu, pour ne pas dire ne résistent pas à la rétraction du sac lacrymal, et donc on va avoir des tilts, voire luxation ou subluxation de la lentille. Et le troisième inconvénient, c'est qu'ils sont réputés entraîner beaucoup d'opacification de la capsule postérieure. Maintenant, les hydrophobes, leur avantage, c'est qu'ils sont plus stables, surtout ceux qui ont un 13 mm de diamètre. Ils sont plus résistants à la contraction du sac du fait même de leur composition. Ils sont plus durs. Ils entraînent moins d'opacification de la capsule postérieure, surtout ceux qui sont à bord carré. L'inconvénient, c'est qu'ils ne passent que par des incisions assez larges de 2,2 mm. Donc, il y a un SIA qui se produit. Et l'ancienne génération de ces hydrophobes entraînait des glycines. Ce sont des espèces de microvarioles hydriques qui altèrent la qualité de la vision. Donc, personnellement, mon choix se porte sur des implants hydrophobes avec des implants hydrophobes de nouvelle génération qui n'entraînent plus de glycine. Alors, maintenant, la clinique étant terminée, on doit opérer ce patient. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il y a deux choses au bloc, c'est repérer l'axe et la technique chirurgicale. Repérer l'axe, il y a deux situations. Soit un repérage manuel pour ceux qui ne disposent pas de matériel sophistiqué, ou ceux qui sont adeptes des méthodes manuelles, et je connais beaucoup de chirurgiens qui sont adeptes des méthodes manuelles et qui ont des résultats très performants, très bons, de très bons résultats. La première chose, c'est de faire un repérage de l'axe 0,180, c'est-à-dire l'axe de référence de l'œil. Pour cela, il faudrait que le sujet soit assis en lui demandant de regarder au loin pour éviter la cyclotorsion due à l'accommodation. Ça nécessite la coopération du patient. Des fois, c'est difficile, mais il faut prendre son temps. Ce repérage se fait par un marqueur à encre ou à bulle. Petit inconvénient pour le marqueur à encre, c'est qu'il peut baver et on peut perdre quelques degrés d'imprécision. Une fois qu'on a repéré cet axe de référence, le 0,180, on demandera au patient de se mettre en position couchée et on repère à l'aide d'une règle de Mendes les différents axes, c'est-à-dire l'axe de positionnement de l'implant, l'axe de l'incision, etc. Pour ceux qui disposent d'un matériel sophistiqué tel que le Callisto ou le Varian, ces gens-là, ils ont déjà réalisé une image au moment de la biométrie avec vaisseau limbique. Cette image est transportée à la machine Callisto par une clé USB ou par ligne. Et à l'aide d'un système de reconnaissance,
il y a une injection de l'image qui se produit au niveau du microscope sur l'œil. Et on a le marquage de l'axe de référence, l'axe de l'incision, l'axe de positionnement de l'implant. Il faut savoir qu'on peut même être aidé par ces machines-là à la réalisation d'un rexis. On verra son importance tout de suite. La technique chirurgicale. Elle ne diffère en rien de la technique classique de toute cataracte avec un plan sphérique. Seulement, il faut prendre quelques précautions et être très attentif. D'abord, à l'emplacement et à la taille de l'incision. On doit absolument réaliser l'incision et la taille déjà repérées et prévues au moment de l'examen clinique et au moment du calcul de l'implant. On ne peut pas changer au bloc opératoire le lieu de l'incision ou la taille de l'incision. Sinon, on aura un astigmatisme résiduel à 100%. La deuxième chose, et à mon sens, c'est la plus importante, c'est la réalisation du capsulorhexis, parce que c'est ce qui déterminera l'évolution tardive de cette chirurgie. Le capsulorhexis doit être absolument bien centré et d'un diamètre de 5,5 mm. On verra, vous allez voir pourquoi. C'est parce qu'il est inférieur, ça sera une chirurgie difficile, on le sait. Qui dit chirurgie difficile dit inflammation, et qui dit inflammation dit rétraction du sac. Deuxièmement, il y a une opacification de la capsule antérieure qui se produit dans le mois qui suit la chirurgie. Et donc, encore rétraction du sac. Donc, rétraction du sac, c'est décentrement, c'est subluxation de l'iole. Par contre, si on fait un rhexis qui est supérieur à 5,5, voire 6, on aura un décentrement, on aura un tilt et on aura une opacification de la capsule postérieure. Donc, tout le bénéfice de réaliser une chirurgie avec un implant torique va disparaître et ça sera même gênant. Le troisième point, c'est le lavage du produit viscoélastique. Ce lavage du produit viscoélastique doit être le plus soigneux possible et surtout sous l'implant, parce que ça permettra d'empêcher la rotation de l'implant en post-opératoire immédiat. Le quatrième point, c'est qu'il faut absolument reformer la chambre antérieure et bien la reformer pour qu'il n'y ait pas de déplacement et de décentrement de cet implant. Alors, il faut savoir que dans les grands astigmatismes, et surtout en cas de chirurgie avec incision en supérieur, la cornée étant ovale dans le sens horizontal, la confrontation des berges ne se fait pas de manière parfaite. Et il ne faut pas hésiter à mettre un point de suture dans ce cas-là. Ça évitera le déplacement de l'implant et ça évitera une aggravation de l'astigmatisme parce que les berges ne sont pas parfaitement coaptées. Une fois la chirurgie terminée, le travail n'est pas terminé pour autant. Il y a le post-opératoire. Le post-opératoire, d'abord immédiat, et donc c'est le lendemain ou le surlendemain. Et l'idéal, bien sûr, c'est de trouver une hémétropie sphéro-cylindrique. Tout le monde est content, chirurgien impatient, acuité visuelle qui frôle le 10e, sans problème. Mais malheureusement, on n'a pas toujours ce cas-là. On peut avoir un astigmatisme résiduel. Il faut distinguer deux situations. La première, c'est un astigmatisme résiduel avec un axe qui est différent de l'axe prévu initial et souvent associé à une hypermétropie. Donc, c'est qu'il y a eu une erreur d'axe. Cette erreur d'axe est survenue au cours de la consultation, en péropératoire ou en post-opératoire immédiat,
avec une rotation de l'implant qui s'est produite. Et on peut connaître cette erreur d'axe grâce à la formule de Rosenbaum, mais qui ne marche que pour de 0 à 45 degrés. Au-delà, elle ne marche plus. Par exemple, vous savez que 30 degrés d'erreur, c'est le même astigmatisme avec un axe différent. Donc, 45 degrés d'erreur, c'est un astigmatisme multiplié par 1,5. Vous pouvez Docteur Helwi, je crois qu'il n'y a plus de son. Est-ce que... Oui, on a perdu Dr. Helwi. Oui. Tout à l'heure, il n'y avait pas de son aussi hein, pour Dr Matawi. Elle n'entendait pas. Oui, oui, j'ai répondu à Dr. Matawi et Dr. Mansouri. Anas also et Dr. Mansouri aussi. Pour les confrères qui sont présents, s'ils ont des questions, ils peuvent déjà les poser, les poster et on les soumettra au Dr Helwi. Qu'est-ce qui se passe? Moi, on a perdu le fil il y a à peu près 2 minutes comme ça. Si tu peux revenir. Oui, alors on était où? Alors, on était au suivi post-opératoire. Ben, j'ai perdu moi-même mon diaporama. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Parce que tout à l'heure, j'ai essayé de poser de t'interrompre un peu pour animer un peu la discussion, mais je crois que tu m'entendais pas. Je t'entendais pas. Voilà, mais là. Pas grave, de toute façon. Attends, hop. Partage d'écran. Voilà. Alors, Hassan, vous m'entendez plus depuis combien de temps? Oh, il n'y a pas longtemps. Ça va, tu peux reprendre à cette page-là. À partir du. Oui, bon, le 1. Là, j'étais en post-opératoire. C'était en post-opératoire où on a perdu la connexion? Oui, tout à fait, oui. Très bien. Donc, en post-opératoire, on doit voir le contrôle post-opératoire précoce et le contrôle post-opératoire immédiat. Donc, précoce, c'est l'idéal, comme on a dit, précoce, c'est dans les 24-48 heures. L'idéal, c'est de trouver une hémétropie sphérocylindrique le lendemain avec une acuité visuelle à 10 dixièmes et une qualité d'image que le sujet n'a jamais eu de sa vie. Mais malheureusement... Oui? Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui, tu peux continuer, oui. D'accord, parce que j'ai des sons dans mes écouteurs. Bon, C'est pas grave. Et puis, il y a l'astigmatisme résiduel. Et là, on doit distinguer entre l'astigmatisme résiduel avec un axe significativement différent de l'axe initial, auquel cas, c'est une erreur d'axe qui s'est produite soit en paire, soit en pré-en-paire ou en post-opératoire. Et grâce à la formule de Rosenbaum, on peut toujours détecter l'erreur d'axe. Cette formule de Rosenbaum marche pour les erreurs d'axe comprises entre 0 et 45 degrés. Au-delà, elle ne marche pas. Elle ne donne pas de bons résultats. Alors, et le deuxième cas, c'est un astigmatisme résiduel avec un axe sensiblement identique à l'axe initial. Et dans ce cas, c'est une erreur qui s'est produite lors du calcul de la puissance de l'implant. Tardivement, c'est-à-dire entre 30 et 45 jours après avoir eu une hémétropie sphérocylindrique en post-opératoire précoce,
on revoit le patient et là, on est surpris, astigmatisme résiduel. Donc, une seule explication, c'est une rotation de l'implant. Comment la corriger? Soit en prenant le risque de faire tourner l'implant, et à ce moment-là, il y a le risque, bien sûr, de rompre la zonule parce qu'il y a des synéchies qui se sont produites entre-temps, mettre un piggy bag ou ne rien faire du tout si l'astigmatisme n'est pas très important. Les décentrements, les tilts et les contractions du sac, généralement, ce sont la conséquence d'un rhexis imparfait. Et c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur le rhexis en péropératoire. C'est un geste primordial. Je n'insisterai jamais assez. Donc, pour conclure, les implants toriques ont permis la correction de la prise en charge de façon reproductible de l'astigmatisme cornéen régulier au cours de la chirurgie de la cataracte. Et le meilleur astigmatisme à corriger, c'est quand l'astigmatisme cornéen est proche de l'astigmatisme total de l'œil. Les résultats imparfaits sont le plus souvent une accumulation de petites imprécisions au cours de différentes étapes qui vont de le choix de l'axe, le calcul de l'astigmatisme, la biométrie et au bloc opératoire, c'est bien sûr le repérage des axes et l'emplacement de l'implant dans l'axe qu'il faut. Un résultat imparfait ne doit pas être vécu comme un échec, mais comme un aléa de la chirurgie. Pour tranquilliser tout le monde, même quand toutes les étapes sont réalisées dans les règles de l'art, certaines situations peuvent échapper à notre contrôle, car certains yeux ont ce qu'on appelle, entre guillemets, un tilt physiologique, car l'astigmatisme, on le calcule par rapport au vertex, la réfraction est faite par rapport au centre pupillaire, et l'implant est positionné selon la taille du sac capsulaire. Il faut se méfier des yeux hors normes qui ont un blanc à blanc qui est supérieur à 12 mm et qui peuvent entraîner de faux calculs. Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour toute question supplémentaire. Oui, on aura un certain nombre de questions à te poser, Dr Helwi. On te remercie pour cette excellente présentation claire et surtout très pratique qui nous sera certainement très utile dans notre pratique quotidienne. Alors déjà, on a une question de notre ami Dr Tariq Ba. Alors, est-ce que la topographie cornéenne est systématique ou les mesures de l'autoréfractomètre ou biométrique sont suffisantes? Ta deuxième question, c'est à partir de quel degré de mauvais alignement tu reprends le patient? D'accord. Alors, pour la première, la topographie est souhaitable. Mais moi, dans mon exposé, j'ai tenu à ce que cette technique, cette chirurgie ne soit pas exclusivement l'apanage des gens qui sont bien équipés, qui ont des machines hyper sophistiquées, à savoir des kératomètres, interféromètres, des callistos, des pentacams, des topographes. Donc, la topographie est souhaitable, mais elle n'est indispensable que lorsque deux mesures de l'axe d'astigmatisme sont différents et qui sont supérieurs à 10 degrés. À ce moment-là, on ne sait pas si cet astigmatisme est un astigmatisme régulier ou non, et auquel cas, s'il est irrégulier, mettre un implant torique ne sera pas bénéfique. Et certains astigmatismes méritent d'être, comme on l'a bien vu, bien précisé, certains astigmatismes méritent d'être respectés. Il faut savoir qu'il n'y a pas de contre-indication à mettre un implant torique. Il y a des non-indications. Et parmi ces non-indications, c'est l'astigmatisme irrégulier. Ça, c'est la réponse à la première question. La deuxième question, c'est à partir de quel axe il faut reprendre le patient.
Tout dépend de la puissance de l'astigmatisme. Vous savez que 3 degrés, c'est la perte de 10% du bénéfice de la correction par un torique. C'est-à-dire quand on a 30 degrés d'erreur d'axe, on perd tout le bénéfice. Au contraire, on a le même astigmatisme à un axe différent, ce qui peut même être gênant pour le patient. Théoriquement, si on a un petit astigmatisme de départ qui est de 1,5 dioptrie, l'astigmatisme avec une erreur inférieure à 10 va être de 0,50 dioptrie. C'est quelque chose d'admissible. Par contre, si on part sur un astigmatisme de 5 ou 6 dioptries au départ et qu'on a fait une erreur d'axe de 6 dioptries ou 10 dioptries, on a un astigmatisme résiduel de 2 dioptries, ce qui n'est pas tellement acceptable. Donc, tout dépend de comment on voit les choses. Il ne faut pas être un ayatollah pour dire il me faut un axe de 0, c'est-à-dire une erreur d'axe de 0 tout le temps, et quelle que soit la puissance de l'astigmatisme. Il faut mesurer le bénéfice-risque et agir en conséquence. Merci. Alors, je vais te poser des questions qui sont un peu plus terre à terre. Pour marquer ton axe, ou plutôt le 0, 180, tu utilises le bleu, on a entendu. Alors, est-ce que c'est le bleu de méthylène ou le crayon dermographique? Le crayon. Le crayon. Le crayon. D'accord. Je n'utilise pas le bleu de méthylène. Oui. Bon, je parle de moi-même. Moi, je ne marque plus les axes parce que j'ai la chance d'être équipé. D'accord. Mais il y a quelques années, je marquais avec le crayon, le crayon mauve, je ne sais pas comment on l'appelle, mais il a quand même l'inconvénient de baver quand même. Ouais, bah oui, effectivement, ça c'est un inconvénient. Alors, on sait que l'implant coûte plus cher qu'un implant sphérique, et donc probablement que le patient va plutôt supporter le surcoût. Alors, comment tu dis en pratique, déjà au patient, comment tu lui expliques la notion de correction de l'astigmatisme? Ce n'est pas une notion toujours facile à expliquer. Alors, je vais répondre en 2 parties. La première, c'est que je suis en train de je ne dirais pas de me battre, mais de négocier avec nos partenaires de biotech pour que cet implant, qu'ils réduisent le prix de cet implant qui déjà n'est pas cher par rapport à la concurrence. Il va être aux alentours de 1000 dirhams. Donc, je pense que c'est moins cher que le prix d'une paire de lunettes. Ça va démocratiser le prix. Donc, déjà, je réponds à moitié à ta question. Comment je parle aux patients? Ben, je leur dis, vous avez une cornée qui est un peu tordue, qui ne vous donne pas une acuité visuelle de 10 dixièmes. Vous allez probablement être amené à porter des lunettes pour la vision de loin. Donc, on peut, moyennant un ratio de 1000 dirhams, puisqu'on on déduit un petit peu le prix de l'implant sphérique, vous allez pouvoir bénéficier d'une meilleure vision, d'une meilleure, surtout qualité de vision, plus que le 10 dixième. Et généralement, les gens sont contents et ils marchent. Franchement, ils marchent. Ils suivent. Alors, on a une question de professeur Benhaddou. Quelle est ton astuce pour éponger un petit astigmatisme de 1 ou 1,25 dioptrie? Quelle est mon astuce? Oui. Comme j'ai dit, moi, je ne suis pas un ayatollah des implants toriques. Je ne commence pas comme certains à partir de 0,50, 0,75. Mais à 1,25, je n'hésite pas. C'est faire une kératométrie le tout, c'est de trouver l'axe. Le tout, c'est de découvrir l'axe. C'est l'examen le plus important. Le reste va de soi. Donc,
Moi, je me base sur deux choses. La première, c'est à mon kératomètre usuel que j'ai sur mon autoréfractomètre et je fais une deuxième mesure avec mon IOL Master. Si les deux axes correspondent et que l'astigmatisme correspond, je n'ai plus aucun problème. Notre ami docteur Olmidi Anas, fraîchement diplômé et qu'on félicite par la même occasion, te dit, faut-il absolument disposer d'un système Callisto bloc opératoire pour pouvoir mettre en place des implants toriques en toute sécurité? Non, puisque j'ai dit qu'il y a des gens qui sont adeptes des méthodes manuelles. Ils ne disposent que d'un microscope. Le tout, c'est de bien prendre l'axe de référence, le 0,180. Si on arrive à le prendre correctement, on n'a plus de problème parce qu'à l'aide de la règle de Mendes, on fait tout. Il faut bien sûr être patient parce que ça demande la coopération du patient ou du malade. Mais l'avantage, on perd 10 minutes. Quand c'est un patient dans une journée de bloc où on a X cataractes à faire, arrêter, se déshabiller, mettre les axes, ça nous fait perdre du temps. Mais comme j'ai dit, je connais beaucoup de gens qui font beaucoup d'implants toriques et qui n'ont aucun matériel sophistiqué et qui ont d'excellents résultats. Alors, c'est Tariq a quelque chose à rajouter. Il dit, je crois qu'il est fondamental de combiner plusieurs méthodes pour bien évaluer son astigmatisme en puissance et en axe. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je voudrais rajouter aussi les méthodes, c'est la topographie, bien sûr, si on dispose de tout ça, quel est le problème? Mais est-ce qu'on doit investir dans son cabinet un topographe, un IOL Master, un Callisto bloc pour mettre un implant torique? C'est pas possible individuellement. Quand on est regroupé, oui, on peut le faire. Quand il y a une clinique qui a tout ça, pourquoi s'empêcher d'avoir le plus de performances possible? Mais quand on est dans son cabinet, on ne peut pas se permettre de faire un investissement de plusieurs millions de dirhams uniquement pour poser des implants toriques, alors qu'on peut le faire sans ces investissements. Tout à fait. Alors, tu as parlé à la fin du white-to-white. Bon, c'est peut-être pas l'élément fondamental dans ta présentation et dans l'implantation torique, mais on saisit l'occasion pour poser la question. Alors, le white-to-white, il y a au compas, il est différent de celui donné par le Pentacam et différent de celui donné par l'IOL Master. Alors, avez-vous que faites-vous? Quelles sont vos astuces? Qu'est-ce que vous suggérez? Je vais vous dire, quand il y a c'est quelque chose de relatif. Quand on dit un blanc qui est de 12 mm et plus, pourquoi? C'est parce que quand il y a un white qui est grand, le sac capsulaire est grand et surtout dans le sens vertical. Quand on a un implant qu'on place dans le sens horizontal, quand il y a un white qui est important, cet implant risque de tourner, surtout quand il est de diamètre réduit. Quand tu me dis le white est différent selon la mesure qu'on fait au Pentacam, à l'IOL Master ou au compas, la différence est de quelque chose de 0,25 mm. Ce n'est pas la même conception que dans un fakik, par exemple. Non, justement, ma question était un petit peu hors sujet. C'était surtout c'était juste une occasion pour parler de white-to-white dans les fakik. Quel est le white-to-white dont tu tiens? Dans les fakik?
Maintenant, je te réponds à la Oui. question. Mais dans les fakik, c'est simple. Moi, je base d'abord sur le pentacam, mais j'ai une mesure de référence. Je fais et le blanc à blanc, je le mesure au compas. On a discuté de ça plusieurs fois lors des présentations de Tariq, qui vont de 0,25 en 0,25. Et des fois, on n'arrive pas à trouver, c'est entre le 0,25 et le 0,25. Tu trouves, quel que soit le white-white, pas automatiquement les grands de 12. Quand tu as un 11,25, tu passes à 11,50, c'est un peu trop grand. 11,25, ce n'est pas suffisant. Donc, tu prends une moyenne et puis tu t'aides de ce qui est électronique, à savoir le Pentacam, des fois l'OCT, des fois l'IOL Master aussi. D'accord. Je pose la question parce que j'ai trouvé des différences. Pardon? Je trouve que le Pentacam est plus proche du compas, du UL Master. J'ai des différences relativement importantes entre le compas et l'UL Master. Constatation. Tu l'as constaté, toi. Moi, moi, il se trouve que j'ai un Pentacam et que j'ai un Sirius. Eh bien, figurez-toi que les deux mesures ne sont pas les mêmes. J'ai un topographe Sirius et j'ai un topographe Pentacam, et les deux ne donnent pas exactement le même résultat. Tu sais, il suffit que le patient accommode un peu plus pour que l'œil tourne de quelques degrés pour avoir des résultats différents. Ce n'est pas mathématique juste. C'est quelque chose qui peut varier un peu. Tu vois, donc, pour l'implant torique, je parle, quand j'ai dit de blanc à blanc de 12, c'est pour dire les yeux hors normes. C'est les yeux où, des fois, on a des blancs à blanc qui sont à 12,5, voire 12,80. Oui, non, j'ai compris. C'était juste pour lancer un peu la discussion. C'est ça. Alors, on a une question du Tarek. Donc, dans ta pratique, est-ce que tu n'as pas remarqué que les implants toriques placés horizontalement ou obliquement? Pardon, j'entends très mal. Je n'ai pas de son. Oui. Alors, est-ce que tu m'entends maintenant? Oui. Tu m'entends? Oui, oui. Dans ta pratique, est-ce que tu n'as pas remarqué que les implants toriques placés horizontalement ou obliquement tournent plus par rapport aux implants placés verticalement? Je ne veux pas dire des choses que non, franchement, je n'ai jamais fait attention à ce point-là, que les implants placés verticalement tournent moins ou plus par rapport à ceux qui sont placés horizontalement. Non, non, franchement, je n'ai pas de chiffre en tête. Il y a certains qui tournent au bout d'un certain temps, mais je peux vous garantir une chose, ils ne tournent que lorsque le rexis n'est pas parfait. Parce qu'un rexis qui est parfait, avec des bords de rexis qui recouvrent d'un demi-millimètre au moins les bords de l'implant, un rexis bien centré, crois-moi que ça ne tourne pas. Franchement, ça reste exceptionnel, peut-être pour des yeux hors normes. Docteur Ratnani Kenza veut ajouter quelque chose. Alors pour moi, la topographie reste importante avant l'implant torique, car des fois on tombe sur des astigmatismes irréguliers pouvant entraîner des aberrations optiques importantes en post-opératoire. Je suis d'accord, mais quand tu fais deux mesures, où tu compares ta mesure avec un axe subjectif d'une paire de lunettes que le patient a porté toute sa vie, théoriquement, il n'y a pas d'astigmatisme irrégulier, parce que les astigmatismes irréguliers des mesures sont différentes d'une mesure à l'autre. Et donc, c'est quand cette différence d'axe entre deux mesures dépasse les 10 degrés
qu'il est impératif de faire une topographie cornéenne pour éliminer un kératocone et un astigmatisme irrégulier et fortement asymétrique. Mais si on dispose Alors, je voudrais. si on dispose d'un topographe cornéen, mais pourquoi s'en priver? Moi, je suis pour, mais je ne suis pas pour qu'on ne place des implants toriques que lorsqu'on dispose d'un topographe, que lorsqu'on dispose d'un calisto. On peut poser des implants toriques sans ces outils-là. Alors, il ne faut pas perdre à l'esprit que dans les surprises opératoires, post-opératoires plutôt, quand on a un reliquat cylindrique relativement important, c'est de la PKR. Il faut le garder à l'esprit. Je le garde à l'esprit, mais je vais te dire, généralement, ces implants-là sont mis à des gens qui ont 60 ans et plus, parce que c'est un traitement de cataracte, ce n'est pas un traitement de première intention d'une chirurgie réfractive. Ces gens-là, ils ont déjà une surface oculaire qui est un petit peu entamée. Faire une PKR à ces gens-là, c'est provoquer des complications de syndrome sec. Il faut être très méfiant, ne pas avoir la main facile, ne pas faciliter les choses. Ah, c'est pas grave, il a un astigmatisme résiduel d'une dioptrie, ben on lui fait une petite trans-PKR et puis le problème est réglé. Il faut être très méfiant. On peut le faire, mais il faut bien analyser la surface oculaire, bien voir le genre de patient qui est en face de toi. Je parle surtout des surprises, des vraies surprises, c'est-à-dire quand on a une sphère résiduelle, on va dire par exemple. À quel moment? En post-opératoire? Immédiat? Non, pas immédiat, après un certain temps. C'est-à-dire une fois que la reprise chirurgicale devient à risque, donc tu parles de faire tourner l'implant. Non. On peut mettre un piggyback, c'est mieux. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est moins grave et moins dangereux que de faire une chirurgie de surface oculaire chez un patient qui a dépassé la soixantaine, qui peut avoir un petit syndrome sec qui ne fait pas parler de lui et que tu as provoqué beaucoup de complications ultérieures. Bon. Alors, je ne sais pas ce que les confrères en pensent, puisque s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter ou une question de Cetarek pour animer encore la discussion en cas de rupture capsulaire. Est-ce que tu recommandes l'implantation torique ou tu le places quand même? Comme j'ai dit au début, il n'y a pas de contre-indication à poser un implant torique. Il y a pas de mauvaises, il y a des noms d'indications. Quand il y a une rupture capsulaire, est-ce que je pose quand même l'implant torique ou pas? Si je n'ai pas d'autres, c'est-à-dire si j'arrive à gérer convenablement cette rupture capsulaire avec une petite vitrectomie, que je le place quand même. Des fois même dans le sulcus. Il m'est arrivé de le mettre dans le sulcus. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à rajouter? Alors, Cetarek fait un petit clin d'œil à Biotech. Il dit dire que l'implant de Biotech est stable dans le sulcus. Oui, je le confirme. Je confirme.
il n'y a pas que l'implant de Biotech qui est stable dans le sulcus, il y en a d'autres, mais celui de Biotech est franchement stable dans le sulcus. CNS, tu n'as rien à rajouter? C'était extrêmement clair comme à votre habitude, donc merci énormément. Merci à toi. Moi, j'ai une question en parlant de Biotech Healthcare. Alors d'abord, je me présente, je suis Beji Abdeslam, je représente Biotech Healthcare au Maroc, ça fait maintenant 2 ans. Notre rôle principal est de promouvoir l'implantation des implants premium au Maroc. Et j'ai une question, plutôt une réflexion que nous avons remarquée pendant 2 ans en se focalisant uniquement sur l'implantation des implants premium. Vu les statistiques que nous avons d'implantation torique et vu ce qui se fait dans le monde par rapport à l'implantation torique, pourquoi est-ce qu'on a un nombre ou un taux plutôt faible d'implantation torique dans notre population marocaine et dans quelle mesure Biotech Healthcare peut supporter, peut aider pour augmenter, sinon généraliser l'implantation torique et de le mettre à disposition et de mettre à disposition un implant torique pour tout patient astigmate. Il n'y a pas de secret. Hein. Si vous permettez, je vais répondre. D'abord, il y a le prix. Hein. Il y a le prix. C'est la majorité de nos patients qui ne sont pas mutualistes ne sont pas prêts à supporter le surcoût. Et puis, bon, il y a aussi un peu il faut démocratiser un peu cette technique auprès des confrères. Hein. Donc, il faut les pousser un petit peu. Il y a aussi, déjà, Biotech fait un effort important. Nous, on les remercie pour cela concernant les prix. Et donc, je pense que ça va démocratiser un peu ce genre de chirurgie qui est devenue une véritable chirurgie réfractive. Ah, c'est sûr, je oui. me permets d'intervenir. Franchement, Hassan, est-ce que le prix autour de 1000 dirhams, 1000, 1100 dirhams, 1200 dirhams, c'est un frein? Non, mais moi, je te dis la réalité du terrain. C'est vrai qu'avant, il y avait d'autres sociétés qui demandaient pour un implant torique. Moi, j'en ai placé, j'en ai acheté chez d'autres sociétés d'importation d'implants et c'était à 3000 et 2800 dirhams si ma mémoire est bonne. Un implant à 2800 dirhams, c'est vrai que c'est un coût important. Mais un implant qui est autour de 1000 dirhams, c'est-à-dire si on retranche un petit peu le prix qu'on va d'un implant sphérique, il ne reste pas grand-chose, il reste 500 dirhams, peut-être moins. Cet effort-là financier, c'est très récent, mais avant, c'était des prix quand même qui n'étaient pas d'autres. Oui, mais c'est un effort qui date de plus d'une année quand même. Oui, c'est récent. Ben, c'est récent. Comme on dit, احنا ولاد اليوم ماشي ولاد زمان. Donc, autant, raison de plus pour en faire profiter nos patients. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, bon, bien sûr, si on veut leur faire payer tout le matériel qu'on a utilisé, toute la technique, tout notre apprentissage, le nombre d'heures qu'on a passé pour perfectionner cette technique, évidemment, il y aura un surcoût important. Ouais. Mais si on fait un effort de notre côté, je pense que l'affaire est jouable. Oui, maintenant, c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Il n'y a pas de doute. Voilà. Il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi, comme je t'ai dit, il y a aussi un peu, entre guillemets, une certaine paresse intellectuelle qu'il faut combattre. C'est pour ça que j'ai dit, à chaque fois, il y a eu des questions sur la topographie, sur le Callisto, sur le Variant.
si on doit absolument être équipé à 100%, on ne le fera pas. Avec un petit peu, comme tu dis, un petit effort intellectuel et un travail au cabinet clinique, on peut mettre des implants toriques. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de contre-indication, il y a des non-indications. Si l'un dans l'autre, le patient se retrouvera. Et nous aussi. Parfait. Alors, Oussed Abelhaddou nous dit, pour moi, il y a deux raisons pourquoi l'utilisation des toriques n'est pas très, on va dire, très répandue. La première est le prix. La deuxième est que la majorité des astigmatismes sont faibles et ne sont pas bien épongés par l'implant torique. Mais pour les grands astigmatismes, ça marche super. Alors, qu'est-ce qu'elle veut à partir de quel degré d'astigmatisme elle est pour un implant torique? Madame Belhaddou, bonjour, docteur Louis. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien, Maïberk. Alors, à partir de quel degré d'astigmatisme, de quelle puissance d'astigmatisme cornéen tu es pour un torique? Voilà, donc de par ma petite expérience, des petits astigmatismes de genre 1,50, 1,75, pas mal de fois, j'ai trouvé pour traiter un astigmatisme de 1,75, j'ai trouvé en post-opératoire un 1,25. Donc, je me dis, pour un 0,50 de correction, ça vaut pas la peine. Pour les astigmatismes de 4 dioptries, de 4,50, de 5 dioptries, ça marche très, très bien. J'ai des astigmatismes post-opératoires de 0,5, parfois de 0,75, et les patients sont très contents. Mais donc, pour moi, promettre à un patient un implant qui va gérer son astigmatisme ou sa vision de loin en général, pour convaincre le patient, on lui dit, voilà, on va vous mettre un implant qui va éponger ce que vous avez en fer et en cylindre. Et comme ça, vous ne porterez qu'une addition de près. Et à la fin, on se retrouve encore une fois avec une correction, correction de loin et de près, avec un verre progressif qui coûterait assez cher en post-op. Donc, j'ai discuté pas mal de fois avec Samir et avec les gens de biotech. Est-ce que c'est un problème de calculateur? Parce qu'on fait quand même, pour mesurer la toricité, pour mesurer l'implant torique, on vérifie plusieurs fois. Comme a dit Tariq, on s'est dit plusieurs fois, peut-être qu'on n'a pas fait la topographie pour vérifier l'axe, on n'a pas bien évalué le degré d'astigmatisme, on refait tout. Et à chaque fois, pour les petits astigmatismes, comme je vous ai dit, j'ai des mauvaises surprises. Raja, donc voilà. Raja, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi tu as ces mauvaises surprises? Là maintenant, en vous écoutant, je me dis, est-ce que avec le truc manuel, avec le marqueur manuel, je rate le 0,180? C'est la seule question qui me... De 1,75 à 1,25, c'est beaucoup. C'est-à-dire que tu vas rater peut-être 0,50 dioptrie, je veux bien. Mais de 1,75, c'est-à-dire que tu rates les 3/4 de la correction, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, justement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, est-ce que vous êtes super... Parfois, on est surcorrecteur sur le c'est-à-dire quand le calculateur nous dit qu'il va nous rester 0,25 ou 0,50 d'astigmatisme, et quand le commande, après, on trouve un astigmatisme qui est supérieur à ça. Je vais te dire ce qui se passe. C'est que les implants sont gradués par pas de 0,75. C'est-à-dire que la première base d'astigmatisme, c'est sphère plus 0,75 d'astigmatisme. La deuxième, c'est 1,50 et la troisième, c'est 2,25, etc. Pour les implants de biotech. Et quand vous vous retrouvez entre les deux, selon l'emplacement de votre incision, selon l'astigmatisme que vous induisez vous-même par la chirurgie,
est-ce que vous avez bien respecté la porte d'entrée? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de... vous n'avez pas un peu trop titillé cette porte d'entrée de manière à, au lieu d'avoir un SIA, par exemple, que vous avez estimé au départ à 0,35 ou 0,50, vous vous retrouvez avec un astigmatisme de une dioptrie. C'est ces petites choses qu'il faut revoir. Et je pense que les résultats, ils seront... Parce que tu as un équipement complet. Tu n'as aucune raison de te tromper. On se trompe lorsqu'on n'a pas de topographe cornéen, lorsqu'on n'a pas un Niol Master qui donne des résultats très précis, lorsqu'on utilise des formules qui ne sont pas bonnes, mais évite le calculateur de la société et calcule avec le barrette que tu as déjà dans ton Niol Master et tu verras que les résultats y seront. À partir de 1,25, tu n'auras plus de problème. Parce que si tu dois attendre les astigmatismes de 2,5 et de 3 dioptries, ton pourcentage de chirurgie avec iole torique va être très réduit parce que la grande majorité, c'est inférieur à 2 dioptries. Exact. Exactement. Il faut dire que moi, je fais dans 90%, je fais des incisions de 180. Donc, temporal. Je travaille toujours en temporal. Donc ça devrait... En 2-2. En 2-2. En 2-2 à 180. Théoriquement, ce n'est pas stigmatogène du tout. C'est à 0,1 dioptrie, c'est-à-dire théoriquement. Bon. Théorique, voilà. Nul. Ça, c'est nul. C'est-à-dire que tu n'as pas d'astigmatisme induit par la chirurgie. Donc, il faut juste... je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais pour ne pas utiliser, c'est-à-dire que vous utilisez pour ne pas utiliser le calculateur, vous basez sur le chiffre d'astigmatisme que vous avez en kératométrie. Oui. Et sur la biométrie que vous avez par le biomètre. Sur l'IOL Master, c'est déjà incorporé le barrette calculator. Oui. On l'a aussi. Je sais. Donc, tu mets le SIA, que moi je fais des incisions en supérieur, donc j'estime que je suis autour de 0,50, que je rajoute à l'astigmatisme cornéen. Et j'ai un astigmatisme cornéen total. Sur la base de cet astigmatisme, il y a le calcul qui est fait automatiquement. Généralement, je vérifie par les calculateurs de sociétés de production d'implants. Et grossièrement, si l'œil n'est pas hors norme, je dirais, on est presque à quelque chose d'équivalent. Et on peut même tricher un petit peu, c'est faire remplacer, comme les implants sont par step de 0,50 ou 0,75 selon les sociétés qui les fabriquent. On peut passer du cylindre à la sphère en faisant l'équivalent sphérique. Et ça marche très bien. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. La surface a toujours l'explication. Vous dit, c'est arrêt. Il y a une chose aussi que je veux rajouter, c'est surtout, il faut être très vigilant par rapport à l'examen de la surface oculaire. C'est la plus grande source d'erreur au niveau de l'implant torique. Franchement, il faut se méfier de la surface oculaire parce que ce n'est pas la chirurgie, ce n'est pas l'acte en lui-même. L'acte en lui-même, il est banal. Il n'y a aucune différence avec une cataracte, avec un sphérique. Mais c'est la mesure c'est surtout l'axe
et le calcul de la puissance de la cornée, de la puissance de l'astigmatisme de la cornée qui sont importants. Et on ne peut le faire que lorsqu'on a une surface oculaire qui est convenable et bonne. Très bien, très bien. Alors, d'autres questions? Oui. Alors, docteur Ratnani, vous dit qu'il faut que c'est vrai qu'il faut banaliser l'implant torique, car c'est dommage de laisser de l'astigmatisme en post-opératoire après une chirurgie de la cataracte. Ce qui est entièrement vrai, parce que c'est frustrant de se retrouver avec un astigmatisme de dioptrie en post-opératoire. C'est dommage de ne pas l'avoir corrigé en péro. Ben oui, ça c'est... Je suis tout à fait d'accord avec Mme Ratnani. Alors, on a un nouveau message. Bon. C'est bon, je crois on peut terminer la session. Bon. On remercie Dr Haloui pour son excellente présentation, très pratique, et aussi pour la discussion qui nous sera utile dès demain. Et puis voilà, puis on espère refaire des webinars pareils, un peu autour du même thème après l'été. Ben, en concertation avec Abdeslam Beji, on a décidé de faire, Inch'Allah, un webinar sur les implants multifocaux, tout confondu avec, c'est-à-dire avec torique et sphérique à la rentrée, Inch'Allah. Excellente initiative, excellente initiative. Et puis voilà, donc on remercie la Société Bibliothèque pour nous avoir permis d'assister à ce webinaire et pour tous les efforts qu'elle fait pour la promotion de ce type d'implant qui j'espère, sera démocratisé dans les plus brefs délais, surtout avec la réduction de prix conséquente, qui n'est pas négligeable, et on le remercie encore une fois, qui sera de moins en moins un frein. Ce ne sera plus une excuse, le prix. N'est-ce pas, Siabstan? Exactement, exactement. Nous faisons tout pour que ce type d'implant soit accessible par rapport à ce qu'il était par le passé. Nous sommes honnêtement très heureux de pouvoir organiser ce type de rencontres, de discussions autour de la prise de conscience d'implantation et d'utilisation de ce genre d'implant en ce qui concerne la formation du staff médical, vu l'importance et du rôle qu'il fait pour promouvoir cette gamme au sein du cabinet. Nous organisons des formations pour le staff médical, c'est-à-dire que le staff médical saura exactement c'est quoi qu'un implant torique, un multifocal, ainsi de suite, pour qu'il puisse être en mesure de mener une discussion avec les patients et de pouvoir discuter des possibilités que les patients ont pour traiter leurs erreurs réfractives. En ce qui concerne le prix, je crois que Dr Haloui en a parlé. Nous sommes prêts de compenser un petit peu le prix. Comme vous le savez, il est abordable par rapport à ce qui se fait de la concurrence et nous sommes encore prêts pour le rendre encore plus accessible pour vous et pour vos patients. Merci pour tout. Et merci à vous. Merci à vous. Bonnes vacances si vous allez en prendre. Voilà. Et à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Oustad Haloui, merci. Merci à toi. Merci pour la présentation. Voilà. C'était vraiment complet. C'est gentil, merci. Et donc, nous, à très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah.